Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 18e vidéo dédiée à Linux pour les débutants. Aujourd'hui on va s'intéresser aux inodes, aux blocs, notamment aux blocs device et aux caractéristiques d'un fichier. Donc en fait c'est une vidéo qui est dans la continuité de la vidéo précédente où on avait découvert les différents types de fichiers. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, parlez-en autour d'autres personnes qui pourraient être intéressées pour découvrir Linux. Aujourd'hui on va aborder une thématique qui est assez complexe, en tout cas c'est une des plus complexes qu'on va voir depuis le début, qui est importante, et je trouve qu'elle est importante d'aborder à peu près à ce moment-là. On verra d'autres choses qui sont plus essentielles également, mais cet aspect-là est vraiment très important et très lié au fichier et apporte beaucoup d'éléments à avoir en tête, notamment quand on fait de l'administration système, ou également des problématiques éventuellement de performance en matière de lecture, en matière d'écriture, etc. Donc on va dérouler un petit peu tout ça et aujourd'hui on va faire en sorte de vulgariser toujours les choses, donc on va pas aller dans le fond des choses, et puis il y a des choses qu'on va simplifier un petit peu pour donner tout cela accessible à des personnes qui débutent tout de même. Donc, comme je vous disais, donc la vidéo précédente, elle peut vous intéresser si vous débutez pour voir les différents types de fichiers. Et on avait découvert la commande stat. Alors donc on va se remettre comme ceci, hop là. On va se remettre là. Est-ce que je peux l'afficher proprement? Ça va être un petit peu juste, alors on va le faire autrement. Voilà, toc. On va zoomer ça. Hop, voilà. Donc on va se remettre comme ceci, on va zoomer un petit peu ici. Donc on avait découvert la commande stat notamment, et on va la voir déjà dans un premier temps, un petit peu dans le détail pour voir un petit peu plus ce qu'elle peut nous apporter. Donc, si je fais un stat, donc je dois avoir un fichier dans le répertoire où je suis, donc je fais un stat de Toto, vous voyez, l'output qui est assez intéressant, qui nous fournit pas mal d'informations, à savoir qu'on peut passer deux options, mais qui sont pas forcément très couramment nécessaires à stat, c'est le "-f" ou le "-L". Donc "-f", ça va nous permettre d'avoir d'autres informations ici par rapport à notre fichier. Des informations un petit peu plus précises, notamment sur un aspect qu'on va voir tout à l'heure, le nombre total d'inode, le nombre qu'il y en a de disponibles, et la même chose également au niveau des blocs. On va revoir tout ça un petit peu plus loin dans le détail. Le "-L", c'est vraiment spécifique au lien symbolique, donc pas forcément d'une grande nécessité, en tout cas pour expliciter les choses qu'on va voir aujourd'hui. Alors, donc si on regarde cet output, il y a, hop là on va se remettre dessus, il y a vraiment beaucoup d'informations à lire. Vous voyez ici les files, le size, les blocs, les IO blocs, les devices, l'inode, les hard links, les droits d'accès, l'UID, GID, le dernier timestamp d'accès à ce fichier, donc dernière date d'accès, donc de manière très précise en nanosecondes. Donc cette date là est calculée à partir du fameux 01/01/1970, donc en format époque. Et pas en format, mais à partir de cette date époque, elle est calculée à partir de là, donc en réel elle n'est pas stockée sous cette forme là. Derrière on a la date de dernière modification du contenu, et le change c'est la date de dernière modification soit du contenu, soit des attributs. Donc si on reprend les choses un petit peu dans le détail, donc on a le file, donc le nom de fichier qu'on retrouve dedans, ou si c'est un lien symbolique, ce sera pas le nom de fichier, ce sera le nom de fichier suivi du lien qui va avec, un petit peu comme la représentation qu'on avait avec un ls. La size qu'on retrouve ici, donc c'est la taille tout simplement, en bytes. Ensuite on a les blocs, le nombre de blocs qui vont être alloués à ce fichier. Donc vous voyez que malgré qu'on ait un fichier de taille relativement petite, c'est-à-dire 5 bytes, donc en termes de contenu, eh bien on a 8 blocs qui sont utilisés. Donc ça c'est un effet assez important. Ensuite on va retrouver la taille de chaque bloc. Donc on va voir que les blocs individuellement, suivant le file system où on est situé, vont avoir une taille variable. Nous en l'occurrence la taille d'un bloc c'est 4096 bits, donc 4K finalement. Derrière qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le type de fichier.
Donc ici, nous on est sur un fichier régulier, donc un fichier standard, et le device, c'est-à-dire le numéro de device, alors sous deux formes, donc il y a une forme hexadécimale et une forme décimale, je crois, à savoir que ici, alors nous, c'est pas le bon exemple en fait, puisqu'on fait du LVM, etc. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Mais ici, normalement, on retombe sur le numéro de device que l'on avait vu précédemment, dans la vidéo précédente, il me semble, dans donc un lien que je vous avais partagé qui permettait d'avoir une représentation du numéro avec le numéro mineur et le numéro majeur, donc qui permettent d'identifier le type de device dont on est en train d'utiliser. Ensuite, on a l'inode, donc c'est le numéro d'inode qu'on retrouve ici, qui est un numéro unique pour le file system. Donc sur un autre, si on a plusieurs file systems, on peut potentiellement réutiliser le même inode, mais si on est au sein d'un même file system, on va utiliser un seul inode et il est unique. Donc on avait vu lors de la vidéo précédente que effectivement dans le cas des hard links par exemple, on va utiliser le même inode pour plusieurs fichiers, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire on peut pas avoir ou en tout cas on ne peut pas avoir plusieurs fois le même inode qui va être utilisé. Ici c'est le nombre de hard links qui correspondent. Ensuite on va retrouver donc le côté permission suivant deux modes de visualisation, en octal ou en mode standard quoi. Ensuite, on va retrouver donc le owner, donc avec son nom et son UID de manière numérique, et pareil pour le groupe ID, donc en format numérique ou en nom, ou sous son propre nom. Donc on a déjà vu tout à l'heure l'access, donc dernière date d'accession au fichier, ici dernière date de modification du contenu et dernier changement, modification également, change, du contenu ou des attributs. Le birth ici n'est pas utilisé sur nos file system Linux. Voilà, c'est tout pour cette partie-là. Donc derrière cette partie, bien sûr, il y a des aspects qui sont très importants, c'est-à-dire les blocs et les inodes. Donc commençons par les blocs. Qu'est-ce que représentent les blocs, en quoi ça consiste? Donc un file system, donc on en a déjà un petit peu parlé, mais on va petit à petit à rentrer dans cette notion de file system. On va voir ensuite comment on l'initialise. Derrière donc un file system, donc on avait vu sa structure, et derrière cette structure, cette hiérarchie, il faut qu'elle repose sur quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'exploite pas le disque ou les devices de type disque, c'est-à-dire divers et variés, disques mécaniques, SSD, etc. On les utilise pas comme ça de manière brute, comme ça. C'est-à-dire que ces éléments qui vont reposer sur le disque, ils sont utilisables sur le file system grâce à des morceaux, donc, qui vont être découpés en blocs. C'est comme si on avait tout simplement des tiroirs, hein, une armoire ou une commode avec des tiroirs dans lesquels on va pouvoir mettre des choses. Chaque bloc device, donc on avait parlé lors de la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir sur les blocs device, donc chaque bloc device dispose d'une taille de bloc qui va lui être définie. C'est-à-dire que là en l'occurrence on était sur 4096, mais ça peut être 512, etc. Alors ça a une incidence, on va le voir un petit peu après. Et là on va pouvoir par exemple ici visualiser, alors avec la commande donc lsblk, donc visualiser des informations sur ces fameux blocs device. Donc on va retrouver le nom des blocs device, et on va retrouver ici, vous voyez, le numéro majeur et le numéro mineur. Donc ici, alors 259, tout ce qui est 259, malheureusement ça va pas être le meilleur exemple pour les débutants, mais en tout cas sur les autres éléments vous allez les retrouver donc dans le lien que je vous ai partagé dans la vidéo précédente où on a abordé donc ces fameux numéros majeurs et mineurs. On va retrouver d'autres informations qui sont pas forcément tout à fait utiles à ce niveau-là. On peut également faire un --fs qui va donner d'autres informations et notamment le type de file system, donc qui a son importance notamment au niveau des blocs. C'est ça qui va déterminer le nombre de blocs, faciliter également la possibilité de modifier, on verra les inodes ou non, etc. Ensuite donc
on a plusieurs niveaux de blocs. Alors ça facilite pas forcément la compréhension pour les débutants. On a les blocs, on va dire, de premier niveau, c'est-à-dire j'ai un disque, j'ai un device, et bien j'ai un côté bloc device de type, on va dire, disque, ou en tout cas hardware. On va parler de disque bloc, et la taille des blocs de disque n'est pas forcément la même que celle des blocs de file system. Donc on va parler de disque bloc quand on est sur, on va dire, sur une couche plutôt basse, et puis juste au-dessus, en fait, sur ce disque, eh bien, on va installer un file system et on va parler de data block quand on va être sur les blocs de file system, c'est-à-dire d'un niveau au-dessus. Et vous voyez qu'on peut avoir du 512 par exemple au niveau de nos disques blocs et se retrouver avec 4000 ou 4K de data block size. Alors du coup, ça ne s'arrête même pas juste à ce niveau-là, ce fonctionnement en poupée russe, c'est-à-dire qu'on a du bloc disque, dessus va reposer du bloc file system, et dessus, éventuellement, on va stocker des fichiers, ou éventuellement des applicatifs qui eux-mêmes peuvent utiliser un système à base de blocs. Par exemple, ça va être le cas des bases de données. Certaines bases de données vont définir des systèmes de blocs, et donc du coup on a un système en cascade. Alors c'est très très important, parce que vous voyez que si vous avez, alors on va en parler juste après, je sais pas si c'est là où on en parle, on va voir, voilà, si un bloc file system à ce niveau-là a une taille par exemple de 4K, eh bien si on cherche, ou 4096 bytes, et bien si on cherche à stocker dessus un fichier de 8 bytes, donc c'est-à-dire un fichier qui contient très peu d'informations, bien vous voyez que finalement, au lieu d'utiliser simplement 8 bytes, on va quand même utiliser les 4096 bytes. Donc si on prend le parallèle avec les tiroirs, finalement on va mettre un petit quelque chose dans le tiroir et puis on va refermer le tiroir. Et donc la plupart du tiroir va être vide pour stocker finalement très peu. Donc ça a une incidence. Donc derrière, suivant qu'on utilise des fichiers gros ou des fichiers petits, on va dire de manière générale, en moyenne sur ce file system là, eh bien on va avoir tendance soit à avoir plutôt des tiroirs gros ou des tiroirs petits, donc des blocs size gros ou petits, donc ça a son importance. Et idem au niveau bien sûr applicatif. On peut retrouver également donc le nombre de blocs par device, alors de manière variée, donc là par exemple, on va pouvoir faire un cat/proc partitions, et vous voyez qu'on retrouve tous les devices qu'on avait tout à l'heure, et on va pouvoir découvrir ici le nombre de blocs qui correspond à chaque device en question. Et on va retrouver donc la version mineure et la version majeure. Alors on reparlera plus tard de /proc, qui est vraiment très très utile, et on va retrouver également dans /proc, ici, vous voyez, la taille des blocs. Donc, par exemple, la taille des blocs physiques, ici dans notre cas de figure sur ma machine, on est à 512 bytes. Alors si on continue, il est également possible de découvrir voilà, tout simplement les informations d'une manière différente. Alors on a légèrement vu la commande fdisk, on va y revenir plus profondément, plus dans le détail quand on va s'intéresser à tout ce qui est partition, LVM, etc. Donc la construction du file system. Là en l'occurrence, voilà, si on passe sur un device, un fdisk-L, donc sur un disque ou un SSD en l'occurrence, de type, donc celui-là il est utilisé non pas en SATA mais en NVMe, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va retrouver ici les informations sur la taille. Alors on parle de secteur, mais il faut replacer ça au niveau des blocs finalement, et se dire que c'est des blocs, et là on retrouve ici la taille en bytes également. Alors on va continuer, donc la taille des blocs, le choix est très important, donc on revient sur ce que je viens de dire un petit peu tout à l'heure. Si on a des petits fichiers, beaucoup de petits fichiers, l'avantage c'est de partir sur des block size plus petits. Pourquoi? Parce que du coup on va avoir moins de déperdition par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, avec un fichier de 8 bytes et une taille de block size, de data block size qui est de 4K, eh bien on a une perte qui est assez considérable. Le problème, c'est que si on a vraiment beaucoup de petits fichiers, même si on a des block size qui sont petits, on va générer beaucoup de métadonnées. C'est-à-dire que pour un bloc donné, pour un tiroir donné, ce tiroir lui-même, à sa création, il va disposer de métadata, donc qui vont permettre
de définir des caractéristiques de ce tiroir, de ce data block size. Et donc du coup, si on en a vraiment beaucoup, les métadonnées vont représenter beaucoup de data également. Si on a des gros fichiers, du coup, on va vouloir avoir plutôt des blocs relativement larges. Mais si du coup, voilà, si ces blocs sont relativement larges, mais qu'on a quand même des petits fichiers par moment, on va avoir quand même une déperdition qui risque d'être un petit peu importante. Donc attention quand il y a trop de blocs, parce que ce qui peut se passer, c'est également que finalement notre système n'est pas capable de gérer ce nombre de blocs. Alors plus ça va dans le temps, plus on est capable quand même de gérer des nombres assez astronomiques, donc il y a moins de questions à se poser, mais voilà. Les inodes, qu'est-ce que ça représente par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Donc les inodes, première fois qu'on va en parler un petit peu plus dans le détail, ce sont des pointeurs, donc un élément, on va flécher, donc grâce à l'inode, grâce à un numéro que va être l'inode, que va représenter l'inode, même si ce n'est pas un simple numéro, ça va être un pointeur, un jalon vers un data block. Donc le but étant de retrouver la data qui correspond à un fichier. Un inode, c'est quoi? C'est un nœud d'index, donc ou un index node. Et derrière, donc si on déroule un petit peu cette notion d'inode, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc c'est un pointeur vers les data blocks. L'inode lui-même dispose également de métadata. Dans ces métadata, donc il y en a pas mal, c'est tout ça, tout ça, plus certainement encore d'autres, mais principalement ceci. Et c'est ce qu'on retrouve grâce à la commande stat. C'est-à-dire si on reprend un petit peu ce qu'il y avait dans stat ici, les devices, les blocs, etc. Eh bien vous voyez qu'on va disposer donc de métadata, c'est-à-dire le device, le bloc device du fichier en question, très important, le numéro d'inode qui est unique sur le file system, j'ai mis dur mais il n'y a pas de raison, sur le file system, comme je vous disais tout à l'heure, il est unique. Si on en a plusieurs, on peut avoir le même inode mais sur différents file systems. Le type de fichier en question et le mode en question, donc avec les permissions, etc. On va retrouver le GID, l'UID, donc exactement de la même manière, le nombre de hard links, la taille du fichier, très important, on va en reparler peut-être légèrement après, le nombre de blocs du fichier en question, le dernier access time, le dernier donc A-time, donc access time, M-time, donc pour modification time, donc on l'a vu précédemment, le change time également, on va pas revenir dessus. Alors comment se passe du coup à partir de ce pointeur la lecture d'un fichier, c'est-à-dire que si on fait un cat avec la commande qu'on a vue pour lire un fichier, qu'est-ce qu'il se passe derrière? Donc première chose, on va lire l'inode du fichier. L'inode va nous donner donc ce numéro. Et à partir de ce numéro, du coup, à partir de cette table d'inode, on va pouvoir se dire, ok, je vais aller chercher, je vais pouvoir faire un premier pas pour aller retrouver mes datas de mon fichier. Donc, on lit l'inode, on trouve l'inode dans la table de fichiers, on lit les informations de l'inode en question pour retrouver des informations qui vont nous permettre de récupérer la localisation des blocs qui correspondent, puisque comme on disait tout à l'heure, les datas sont contenues dans les blocs, les data blocs. Et donc, pour retrouver cette localisation, eh bien, on va utiliser, grâce aux informations de l'inode, le bloc de début. Donc, dans deux cas de figure, soit juste le bloc de début et le bloc de fin. Donc là, c'est dans le cas où on est sur on va dire des données qui sont fragmentées. Et si les données ne sont pas fragmentées, c'est-à-dire qu'elles sont représentées sur des blocs contigus les uns à côté des autres, eh bien on va utiliser le premier bloc et ensuite la taille du fichier. On va pouvoir du coup identifier et récupérer l'intégralité du contenu. Et du coup, on va pouvoir lire la data des blocs en question. Donc voilà comment se passe la lecture d'un fichier. Donc très important ces notions-là. Donc on a vu le stat, donc ça c'est carrément quelque chose d'important, il faut le creuser, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Les inodes également, donc les blocs, il faut avoir bien en tête ces notions-là et c'est les différents niveaux de blocs. Et quand on parle de blocs, il faut être assez précis. Je sais que par le passé, je discutais avec des gens, par exemple au niveau base de données, etc. Les gens ne spécifient pas de quel niveau de bloc il s'agit, et du coup, ça peut être un petit peu perturbant par moment quand on a ce schéma-là en tête. Et les inodes, donc quelque chose qui est très important,
On ne parle pas après des aspects de d'entries, etc. À savoir que voilà, pour être performant ces iNodes là, vous voyez qu'on fait un système de recherche ici. Et bien sûr, le but c'est pas toujours de rechercher les iNodes dans les tables d'iNodes, etc. Derrière, il y a des notions de cache pour gagner du temps. Donc c'est ce qu'on appelle le fonctionnement avec les d'entries qui permettent de retrouver plus rapidement les iNodes. Et ce cache là, il est crucial au niveau du fonctionnement d'un système. Pourquoi? Parce que rechercher un fichier dans un système, on va dire, ou plutôt dans un file system même, mais par le système, c'est quelque chose qui est crucial. C'est-à-dire que si la phase de recherche est lente, eh bien vous avez un système qui va être hyper lent, voire quasi inutilisable. C'est pourquoi derrière il y a besoin des systèmes de cache pour rendre cet accès à la recherche et à la récupération de la data concernant les fichiers très très rapide et performante. C'est indispensable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. N'hésitez pas également à cliquer sur rejoindre si vous voulez me soutenir et à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.